Bienvenue sur Écho de l'actu, notre nouveau rendez-vous pour être toujours tout près de l'information multiculturelle et pluridisciplinaire de nos différences plurielles. Notre soleil du jour est Miguel Marajó, artiste au langage pluridisciplinaire, alliant la peinture, le dessin, l'installation, l'écriture, la performance. Il expose de manière régulière depuis 1997 et est notamment présent dans le panel d'artistes sélectionnés pour l'exposition Paris Noir, circulation artistique et lutte anticoloniale 1950-2000. Ça se passe du 19 mars au 30 juin 2025 au Centre Pompidou. Il nous en dit un peu plus. Bonjour Miguel. Bonjour Nika. On a l'habitude de discuter lorsque tu exposes, parce que tu es un artiste peintre. Tu vas nous parler un petit peu de tout ça tout à l'heure. Là, je vais parler d'abord du Centre Pompidou qui va accueillir donc une exposition qui s'appelle le Paris Noir, qui retrace les liens entre la création artistique et la lutte anticolonialiste qui s'est passée à Paris entre les années 1950 et 2000. Donc à travers des peintures, des photographies, films, des documents d'archives. Et tu m'arrêtes si je me trompe dans toute ma... Non, j'écoute avec attention parce que je vois que oui, tu égrènes bien l'événement avec des détails. Voilà, c'est tout l'art de la communication. Merci. Et donc cette exposition, qui est même plus qu'une exposition, tu es la première personne avec qui je converse sur le sujet. Je vais recevoir d'autres personnes après. Mais j'avais envie de commencer par toi parce que tu as une certaine vision que j'apprécie et ta vision artistique aussi. Et écoute, dans un premier temps, si tu peux nous parler, moi on reviendra sur le sujet de l'exposition, mais si tu peux toi nous parler un petit peu de qui tu es, voilà. Oui, je suis donc Miguel Marajó. Donc je suis un plasticien. J'ai une création effrénée depuis que je suis gamin. J'ai fait les études pour, c'est-à-dire que je suis passé par le lycée de Bellevue à Paris, et puis après j'ai fait le CERMAC, qui est un moment intense avec une rencontre avec Aimé Césaire et compagnie. Enfin, alors, on a eu beaucoup de... Excuse-moi, oui. J'interviens. Le CERMAC qui est en Martinique, parce que tu es martiniquais. Oui, c'est vrai. Voilà, le service municipal d'action culturelle qui a été créé par Aimé Césaire. Oui. Et voilà, et en fait, c'était une plateforme culturelle très très importante puisqu'on pouvait à la fois voir des personnes qui venaient du monde entier, comme on pouvait voir une vedette américaine ou Grace Jones beaucoup de personnes passaient par là, et puis en même temps on était en contact avec on partait d'Aimé Césaire et toute la connaissance qu'on avait autour de la négritude, mais en même temps on avait une ouverture sur la créolisation et les premiers événements de la créolité avec Patrice Chamoiseau, Édouard Glissant, Raphaël Confiant et etc. Et donc c'était un moment très très intense qui, à ma grande surprise, n'a pas duré très très longtemps puisque je suis vite rentré aux Beaux-Arts de Paris, et après j'ai enchaîné avec Paris 8 et après à la Sorbonne. D'accord. Je suis sorti avec un DEA, donc pour la personne qui était vue comme un cancre, qui avait des difficultés au lycée suite à la mort de sa mère, finalement s'est retrouvé à faire des grandes études universitaires. Voilà, c'est un peu le parcours très atypique d'un artiste. Mais jamais j'ai arrêté de dessiner, de peindre, donc ce qui m'a valu énormément d'expositions dans un monde cosmopolite, on va dire. Je ne suis pas resté que dans la fange de création caribéenne, oui. Alors que je suis arrivé avec de grosses racines qui m'ont permis de tenir en fait mon propos jusque là, et c'est ce qui fait le mérite justement de rentrer à Paris Noir avec justement cette idée, toutes ces idées, toute cette valise que je transportais depuis Aimé Césaire, les rencontres avec mes pères. Tout à l'heure, tu nous dis, oui, malheureusement, qu'il n'a pas duré longtemps, mais n'a pas été ton fait de vouloir partir, c'est ça ?
Alors, j'étais assez. En fait, je disais ça parce que ce que je parle de mon étonnement. Je suis pas déçu que ça n'ait pas duré plus longtemps. D'accord. C'est un étonnement parce que dans ce laps de temps-là, on a exposé en Guadeloupe, à Trinidad-Tobago. On a fait pas mal de choses pour le TSN, le Théâtre de la Soif Nouvelle. On a fait beaucoup de décors pour les adaptations de La Tempête de Shakespeare avec pour Aimé Césaire. Avec comment dire, des scènes qui ont été montées par Michel Césaire, donc la fille d'Aimé Césaire, Oui. et je pourrais en raconter plein comme ça, mais ça a été tellement riche, sans compter tous les décors de carnaval qu'on a fait, des décors scéniques pour Exaloane, donc groupe mythique Exaloane. Enfin, tout ça, c'est une époque où il y avait un foisonnement culturel tellement intense et tellement prenant que ça, voilà, pendant tout ce temps-là, il y avait la préparation d'entrée aux Beaux-Arts, donc constitution de dossiers, beaucoup d'expositions itinérantes dans les différentes communes. Voilà, les villes en Martinique, les villages, on les appelle les communes. Donc on allait, on plantait nos chevalets avec René Louise. René Louise qui est celui qui a créé le concept de du marronisme moderne. Et tout ça, c'est très, en fait, aussi très structurant pour notre pensée, notre esprit un peu révolutionnaire, entre guillemets, parce que finalement, tout se passe avec beaucoup de diplomatie et de dialogue avec notre temps. Ben justement, qui est aussi ce caractère décolonial dont on parle aujourd'hui. Oui, justement, toi, ton engagement, ton parcours, on va dire, artistique, il est quand même intimement lié à toutes ces questions, ce questionnement, des questionnements sociaux et culturels, hein, Oui. souvent, il me Oui, semble. bien sûr. C'est que quand je vivais en Martinique, je sentais cette espèce de ce qu'on appelle une haine insidieuse. C'est que toutes les personnes avaient tellement en tête ancré que l'image esthétique qu'ils pouvaient présenter était celle qui était la plus blanche possible, la plus claire. Et il y avait je sentais beaucoup d'ironie autour de ça, comme si finalement on s'en défaisait, mais en même temps on était pris dans ce fil à se regarder dans le miroir et ne jamais être content de l'image que nous renvoyait le miroir. Et ça se retrouvait partout sur les affiches publicitaires, dans les images véhiculées par tous les médias télévisuels, etc. Et donc les journaux, etc. Et puis cette espèce de complexe était exprimé de façon parfois, des fois un peu innocente, un peu naïve, mais quand même elles étaient assez présentes. Et je me suis intéressé justement en premier lieu aux traits négroïdes et aux cheveux crépus depuis 1986-87 à peu près. D'accord. J'ai commencé à créer des personnages que j'appelais des négroïdeux, parce que je faisais en même temps des jeux de mots sur le mot négroïde. Alors j'avais décomposé en 3 mots, négroïdeux, et j'avais une commissaire au musée d'art moderne de la ville de Paris qui me disait « mais tu peux pas dire ça, tu peux pas montrer ça ». Donc il y avait cette peur justement de trop exprimer quelque chose de brutal. Donc il fallait trouver une façon soft d'amener la question. Mais même quand j'amenais la question, on me disait mais non, il y a des explications de mode, pourquoi tu parles de ça, mais non, mais tu vas être blacklisté, voilà. Et comment ça a été alors au tout début, parce que quand tu t'interrogeais sur tout ça, c'était déjà au CERMAC, quand tu faisais partie du CERMAC? Alors, quand j'étais au CERMAC, j'ai commencé à structurer un personnage qui était le plus simplifié possible. Il y avait 2 yeux, une forme de tête un peu géométrique et un long cou. Et un jour, ma femme m'amène des images
bonhommes qui viennent, enfin de personnages qui viennent de la création des Marajo. Marajo sur l'île donc l'île de Marajo qui est à l'embouchure de l'Amazone. Et il y avait une similitude, mais à tomber à la renverse. C'était tellement impressionnant que voilà, je commençais en fait déjà à travailler sur un type de personnage qui correspondait à ma zone géographique, mais en allant, puiser un peu dans l'inconscient. Et ce qui est étonnant, c'est que ça correspondait à quelque chose qui était déjà un peu, on va dire, dans l'air, comme les idées peuvent être dans l'air, pour faire simple. Et puis voilà, ça a évolué au fil du temps. Et ce n'est que aux alentours de 1986-87 que je faisais ce qu'on appelle de l'écriture automatique. On me en parle pour le surréalisme, en fait. C'est surtout Breton, je crois, André Breton, qui est à l'origine de cette écriture automatique, si je ne me trompe pas. Je suis pas historien de l'art, mais je crois que je connais assez pour en parler. Et je m'enfermais j'éteignais la lumière, je me mettais dans le noir et j'écrivais sur du papier avec les deux mains, ce que j'avais déjà un peu fait en Martinique, mais là j'ai continué à pousser l'expérience. Donc c'est mon inconscient directement qui se manifestait, et il en est sorti un portrait quand j'ai allumé la lumière. J'ai failli pareil tomber à la renverse, pour reprendre l'expression, et j'avais un personnage de profil, les cheveux frisés avec des traits, et on voyait très nettement un visage et des cheveux. Et là, ça m'a complètement bouleversé. Et j'ai continué, en fait, dans cette pratique où quand je dessine, en fait, il faut que mon dessin soit habité. Donc, j'y mets en quelque sorte toute mon âme, quoi. Mais avec quelque chose qui est très libéré. Et c'est cette libération, en fait, qu'on sent dans mon travail. Pourquoi ? Parce que à un moment, on m'a comparé à la figuration libre, ce que pratiquait Basquiat. Mais je ne fais pas du sous-Basquiat. Enfin, je ne m'imprègne pas D'ailleurs, j'ai mis beaucoup de temps à aller le voir, de crainte justement d'être tellement touché par son travail que finalement ça couvre un peu ma sensibilité, que ça. Mais c'est super, Miguel, parce que là, tu nous touches quelque chose d'essentiel dans la création. C'est-à-dire que quand on est créateur, on a peur d'imiter l'autre. Oui, tout à fait. Et c'est important, en fait, d'enlever des couches et de finir par être soi. Et enlever des couches, c'est aussi accepter aussi d'être imprégné aussi de toute une culture. Donc, j'ai passé autant d'années d'études pour être finalement vide, c'est-à-dire quand tu enlèves toutes les couches, toutes les influences qui pourraient complètement boucher le canal, on va dire. Tu as quand même quelque chose qui est glissant, digne, que justement la rencontre de l'autre sans se perdre. Il a une façon d'en parler dans le tout le monde. Et je trouve ça intéressant, justement, d'aller et de créer cette espèce de synergie avec des différentes cultures, qui d'ailleurs me composent, parce que je suis métisse, donc je suis à la fois noir, à la fois blanc, à la fois amérindien, et peut-être même qu'il y a des sources mais au moins j'ai ces trois sources pour sûr. Miguel, ton métissage, il est comment? C'est paternel, maternel, tu nous le rappelles? C'est tout mélangé. Alors c'est effectivement déjà un énorme mélange. C'est que le nom vient de l'embouchure de l'Amazone. Donc tu nous l'as dit tout à l'heure, Marajo. Voilà. Et puis on a découvert aussi le matricule d'un ancêtre esclave. Et puis du côté de ma mère, ma sœur depuis un moment tournait en rond sur l'origine du nom Lumière, parce que ma mère c'était une demoiselle Lumière. Elle s'est mariée avec mon père, donc Marajo. Mais le nom Lumière en fait vient d'une certaine Antonia. D'accord. Et Antonia, il y avait une confusion parce que un des frères Lumière avait une fille qui s'appelait Antonia. Mais nous, on remonte de plus haut, c'est-à-dire des demi-frères et demi-sœurs des frères Lumière, donc une demi-sœur qui s'appelle aussi Antonia, Antonia Paula.
Et Mhm. voilà, c'est une, et ça, je ne l'ai jamais dit à quiconque, hein. Là, t'as un scoop, hein, parce que ma sœur vient de faire tout un truc avec, enfin, elle s'est décarcassée pour remonter, parce qu'elle n'arrivait pas à cette barrière, justement. Entre Ouais. ces deux Antonia, elle n'arrivait pas. Donc, on descend voilà d'une demi-sœur des frères Lumière Mhm. qui voilà, et puis il y a eu une histoire un peu compliquée en Martinique et elle a perdu donc il y a aussi des origines nobles et des origines bourgeoises. Oui. Donc tu vois sur comment on appelle ça, sur l'arc-en-ciel, en même temps au niveau des couleurs, des origines on va dire raciales entre guillemets, parce que il paraît que les races n'existent pas, sur ce panel là on a en même temps de l'esclave jusqu'au noble. Donc il y a au niveau des catégories sociales tout un mélange assez étalé, on va dire. Mhm. Ouais, c'est ça. Mais je ne crois pas en un privilège lié à la race Oui. ni à la classe sociale. Donc Mhm. je relativise beaucoup. Je me revendique pas comme étant Oui. quelqu'un d'exceptionnel. Ma nourriture va se faire et va se développer au fil de mon apprentissage avec la vie. Mm. Donc je revendique pas non plus mes Et diplômes, ton style, bien sûr. voilà. Mm. Et justement, ton style, on peut dire que tu le construis encore aujourd'hui. C'est au fil du temps. Oui, et c'est Même pour si, ça qu'il reste oui, même vivant. si il me semble quand même pour connaître un peu tes œuvres, même si tu as déjà quelque chose de bien ancré, mais on s'aperçoit quand même à chaque fois que tu interroges, et en même temps que tu interroges l'art, tu t'interroges en même temps. Oui, en même temps, c'est vrai que c'est une forme d'initiation Mm, mm. qui reste tout le temps vivante, puisque c'est une initiation, et donc ce travail d'appropriation faite de l'être Oui, finit par être quelque chose aussi de communicatif. c'est ça. C'est-à-dire que Oui. je crée sans cesse une synergie comme ça. J'ai eu la chance de faire une exposition monographique à Tropicatrium. Mhm. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une aussi grosse exposition, donc ça fait du bien de voir l'ensemble des œuvres réunies, parce que c'est nourrissant aussi pour le créateur Oui. d'avoir cette espèce on va dire à peu près chronologique, hein, puisque je voulais aussi qu'il y ait des thèmes, donc on s'est arrangé avec Jean-Marie Louise, qui est le commissaire, d'ailleurs qui a écrit ma monographie et qui fait partie du comité scientifique qui a participé à l'exposition Paris Noir. Mhm. Donc il y a plein de choses absolument Bien extraordinaires sûr. qui se Oui. font là Et justement, on va Miguel. dire dans les hasards. Miguel, justement, on Oui, parle de l'Atrium, donc là c'est une exposition à où Fort-de-France. tu avais à Fort-de-France, qui s'est passée de quand à quand? Alors c'est tout récent, Oui, c'était c'est ça? comment on va dire, c'était en février, mars, avril, je crois. Oui, jusqu'en avril en 2023. Oui. Mhm, mhm. Donc que dis-je? Donc tu es Je me toujours, trompe pas. Moi, j'ai un peu de mal avec les dates, alors c'est j'espère pas que je grave, me trompe tu as pas. toujours cette sensibilité donc d'avoir rencontré aussi ton public martiniquais de ton île. Ah, mais c'est que je n'ai jamais laissé mon public, Oui, puisque non, non, mais j'ai je veux des dire, œuvres, voilà, non j'ai mais, des œuvres qui sont dans oui. le MACMA, Mm. donc c'est Non, mais là, je veux la dire avec collectivité toutes... Non, territoriale, mais c'est après Miguel, là, je veux dire avec oui. toutes tes œuvres, parce que souvent, quand tu exposes, tu vas mettre quelques œuvres, mais tu mets pas beaucoup. Là, par exemple, tu as dans l'exposition du Paris Noir, tu as quoi? Une, deux, trois, J'ai quatre. juste deux œuvres, Voilà, ouais, deux j'ai œuvres, hein. deux œuvres. Voilà. Ouais. Alors, ma question, c'est pourquoi tu as accepté bon, je pense qu'avec tout ce que tu nous as dit, on le sait un peu quand même. Pourquoi tu as accepté de participer à cette exposition? Alors, j'ai eu parfois des relents me disant que certains lieux peuvent, comment dire, avoir une connotation très très forte, et comment
comment faire avec ces lieux? Est-ce qu'il faut s'exclure? Est-ce qu'il faut y rentrer? Oui. Et finalement, j'arrive aujourd'hui avec une pensée que chaque fois que l'occasion nous est donnée, comme Vladimir Zelensky, je suis incapable d'aller devant Trump, l'homme le plus décrié en ce moment de la planète, ou le courage que certains hommes politiques ont eu au début des conflits d'aller voir Poutine. Bon, pour ce qui est de Poutine, j'aurais peut-être un petit peu plus de mal encore, mais d'être dans une cour justement où où il y a des enjeux. Je trouve aujourd'hui que il faut y aller. D'accord. Faut y aller. Tu veux nous dire par là, oui, excuse-moi, tu veux nous dire par là que tu as eu une hésitation parce que l'exposition se passe au Centre Pompidou? Pas du tout. Je ne parlais pas particulièrement du Centre Pompidou. D'accord. Au contraire, j'ai accueilli ça comme une très très belle opportunité. Je connais depuis très longtemps Alicia Knock, qui est la commissaire. On se rencontre chaleureusement. Donc tu voulais nous parler essentiellement de l'exposition même, alors? Quand tu nous parles c'est-à-dire parler de l'exposition. Oui, quand tu nous dis des fois on a une hésitation pour se dire pour aller dans un lieu. Oui, mais c'est parce que je pense à tout ce qui se passait, tous les événements qui se passaient en Martinique, et de la difficulté justement d'exister en Martinique avec tout ce que ça implique justement de proximité, avec différentes des forces antagonistes, et voilà. Donc je me dis souvent comment faire avec ces choses, où se montrer, pas se montrer, et voilà, tout ça pose question, et je pense que c'est normal. Et quand j'en parle autour de moi, tout le monde me dit en gros il faut réussir à faire avec, et effectivement je me range de plus en plus à cette idée. Mais ça ne me rend pas je ferme pas les yeux. Bien sûr, voilà, je comprends. Alors qu'est-ce qui t'a le plus particulièrement interpellé dans le projet? Alors, je crois que c'est il y a quand même la circulation artistique, lutte anticoloniale. Le terme lutte anticoloniale, je le perçois comme une lutte de longue durée à laquelle on peut participer, parce que il y a eu énormément d'événements très très graves qui sont d'ailleurs mentionnés dans la chronologie. Si on va sur le site de Beaubourg, on a la chronologie des événements tout à la fin du dossier de presse. On a une suite chronologique d'ailleurs qui va je pense se retrouver dans cette exposition que je n'ai pas encore vue. Donc ce qui se passe, c'est que je pense que cette chronologie va être reprise. Et on voit bien, en fait, quand on relit cette chronologie, qu'il y a eu énormément d'événements, je dirais même sanglants, mais que les choses sont minorées et tenues hors des médias mainstream. Donc la population occidentale est souvent mise à l'écart de ces événements. Aujourd'hui, peut-être qu'elle sera mâchée, peut-être quitte à ce qu'elle soit un peu édulcorée, au moins on va se pencher sur ces questions-là et on va pouvoir intégrer au récit national, qui souvent est un peu plus feutré, des choses qui doivent être pensées, qui doivent être on va dire nettoyées, épurées, je sais pas comment on va dire, si c'est possible. Je pense à Kader Attia, qui est un artiste contemporain qui travaille beaucoup sur fragment of repair, c'est-à-dire les fragments de la réparation, enfin l'idée de la réparation, on va dire, pour rester simple, et il montre en fait à quel point les choses ne peuvent pas être réparées au bout d'un moment, mais on va vivre avec, mais en connaissance. Voilà, c'est ça qui me paraît essentiel. Oui, d'accord. Et alors, comment tu as choisi, parce que tu nous dis que tu as 2 œuvres, donc justement dans tout ce que tu nous expliques là, comment tu as choisi tes 2 œuvres à exposer? Alors j'ai été quand même touché par ce choix, parce que
Alicia est venue à l'atelier pour choisir les pièces avec Aurélien Bernard, qui fait aussi partie du commissariat. Oui. Et on avait une contrainte, c'était de trouver des œuvres qui datent de 1997. D'accord. Et en fait, j'avais fait une grosse exposition à Confluence, qui existait encore à l'époque, près du Père-Lachaise, qui était un lieu qui était très connu. Des événements, de la scène. On a fait beaucoup de choses à l'époque là-bas. Hein. Voilà. C'était super. Et donc ce lieu, dans ce lieu, j'avais fait une exposition. J'avais exposé carrément une voiture complètement peinte, inspirée des bras de Jack, mais je me souviens. avec mais négroïdeux complet sur toute la voiture, l'intérieur de la voiture, en dessous de la voiture, intégralement peinte. Même le moteur était peint, monté sur des grandes rampes que j'avais récupérées de présentation de voitures. Et puis j'avais tous ces tableaux en noir et blanc qui reprenaient justement ces négroïdeux qu'on a surnommés après des NGH. Ouais. Donc je ne sais pas encore sur le cartel à Beaubourg si on va voir NGH. Et pourquoi NGH? Pourquoi NGH? Parce que c'est N comme nez, G comme gros, et H comme hideux. D'accord. Donc c'est mon vilain jeu de mots que j'ai toujours fait pour justement faire un peu comme la pub qui existait il y a très longtemps maintenant pour une bière rousse qui s'appelle Kilian, je crois. On disait je suis rousse et alors. Donc moi j'avais donc il y a très longtemps cette idée de retourner un peu l'arme, c'est-à-dire voilà, je suis nègre et alors. Voilà. Et je jouais sur le mot négroïde, ce mot nègre que Aimé Césaire a réussi à sublimer. Moi je m'en suis servi comme aussi une façon de faire un pied de nez, justement. Voilà, j'assume négroïdeux, j'assume négroïde, le mot négroïde. Donc le choix de tes œuvres, ça a été un choix commun. Oui, bien sûr, parce que j'ai la chance d'avoir un lieu de stockage où je pourrais dire que j'ai des œuvres, je pourrais couvrir la planète aujourd'hui, parce que j'ai toujours travaillé sans discontinuer. Même j'ai même des quelques restes de ce que j'ai fait lors de ma formation CERMAC, mais peut-être même qui remonte au lycée Bellevue où j'étais en donc section le choix n'a pas dû être simple, hein. Eh bien, en fait, on cherchait précisément une œuvre qui correspondait à 97, enfin avant 2000, et j'ai une sculpture que je gardais amoureusement dans mon atelier, qui était un objet de récupération par-dessus lequel j'avais peint. Comme j'avais peint sur mes voitures, justement, que j'avais exposé à Confluence. Et ça correspondait très, très bien à l'écriture qu'on retrouvait aussi sur la peinture qu'on a choisie, qui est une peinture sur papier marouflé sur bois, qui est très dynamique, qui est gestuelle et qui a une force encore aujourd'hui, et qui, quand je la sors de la réserve et que je la mets en vis-à-vis de mes œuvres d'aujourd'hui, elle garde, je vois l'évidence aujourd'hui de cette énergie et de ce trait qui est très, très caractéristique et qu'on retrouve. Donc j'ai gardé encore cette écriture avec aujourd'hui un travail plus figuratif, mais qui garde encore cette composition et ce geste foisonnant que j'appelle le geste volubile. En fait, c'est pourquoi. Voilà. Et donc le choix, et pourquoi 97 ? Parce que justement l'exposition est conçue de 1950 à 2000. Oui, mais ta place à toi, pourquoi ta place à toi 97 j'aurais pu trouver 99 ou 2000, mais c'est ça, je crois que j'avais peut-être, je crois savoir pourquoi. C'est que j'avais fait une présélection. Parce que toutes mes œuvres sont répertoriées de manière numérique. Voilà, numérique et de façon chronologique. D'accord. Et j'avais proposé des œuvres qui correspondaient à peu près à cette grande fourchette, quoi. Je pense autour des années entre 90 et 2000. Et c'est ce qui avait retenu l'attention de Beaubourg. Oui. Donc pour toi, fondamentalement, l'art a quelque chose, un rôle politique et social aujourd'hui? Oui, parce que c'est doublement important pour moi, parce que
Je suis français, donc puisque je suis né au Havre. Oui. J'ai vécu la majeure partie toute ma formation, mon enfance, mon adolescence, parce que je suis parti, j'avais à peine 3 ans du Havre pour vivre en Martinique, donc de parents antillais. Et j'ai vécu jusqu'à ce que je rentre aux Beaux-Arts en Martinique. Donc j'ai vécu toute la négritude, la créolisation, et toute mon éducation s'est faite là-bas. Et ici, j'ai l'impression que jusque-là, c'était une identité qui était un peu marginalisée. D'accord. Donc c'était ma façon à moi de résister, d'exister, et d'imposer un peu ce que je suis, parce que j'avais le sentiment qu'il fallait l'imposer. Mais bon, les choses se sont faites de façon très subtile, et ce qui fait que je n'ai pas été parqué non plus dans une identité, mais j'ai participé à énormément d'expositions avec des artistes contemporains qui aujourd'hui sillonnent le monde. Beaucoup ont la carte parisienne ou provinciale, puisqu'ils sont montés à Paris pour étudier, mais quand même j'ai eu des ouvertures jusqu'en Afrique du Sud, jusqu'à Hong Et puis Kong, tout en ayant ton propre style, tu travailles différents médiums, on va dire. Énormément de choses différentes, parce que c'est le contenu qui m'importe, et j'ai une connaissance technique assez travaillée, puisque j'ai fait les Beaux-Arts de Paris. Donc on avait notre cher Abraham Pincas qui lui-même a produit la Bible de la création, avec tout le matériel. Donc il appelle ça la main, je sais plus si c'est la main fertile ou un truc comme ça. Alors là, c'est quand même un gros projet, mais j'ai tout de même envie de te demander quels sont tes prochains projets. Est-ce que tu as des expositions à venir? Est-ce que tu as des collaborations en cours? Figure-toi qu'à l'instant, je te parlais de mon lieu de naissance, le Havre, que je connais très très peu d'ailleurs, que j'essaie de découvrir au fur et à mesure, au coup par coup, parce que j'avais un beau-frère qui habitait pas loin, à Montivilliers. Donc je serai sur des affiches qui présentent une exposition qui est faite par une association qui s'appelle Le Sens de la Barge. Tout ça orchestré par un artiste contemporain connu qui s'appelle Christophe Cusin. Et donc on va faire ce qu'on appelle une exposition fluviale. Donc généralement cette exposition est itinérante. Christophe Cusin, c'est le frère de Régine Cusin. Exactement. Mais tu as d'ailleurs plusieurs fois participé à la grande exposition Latitude, non? À l'époque, malheureusement, une fois, non, même pas, non. Ah, même pas. Et Régine, je sais pas si elle m'en tient rigueur d'ailleurs, parce que elle est déjà venue à mon atelier, on se connaît très très bien, on a une relation très très sympathique, mais non, à l'époque j'ai pas accepté d'exposer, enfin, j'ai pas cherché absolument à exposer à Latitude. D'accord. Mais que j'ai visité. Qui était une grande exposition à la mairie de Paris, qui nous manque d'ailleurs, parce que c'était une exposition. Oui, très belle exposition. Et nous avions. Il y a des artistes aujourd'hui qui ont encore une grande visibilité grâce à ça. Des artistes de la Caraïbe. De la Caraïbe, oui, c'était absolument important. De l'outre-mer, de la Caraïbe. J'ai eu une vie très très accidentée à cette période-là. Ah, d'accord. Et puis aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, mais en fait, c'était bien que ces accidents m'arrivent. J'arrive plus à être amer par rapport à tout ce que tout ce qui m'est arrivé. Je vois aujourd'hui le bénéfice, mais mais c'est vrai que si je crois que je pourrais écrire un livre. Tu vois mais j'espère bien, ce qui nous donnera l'occasion de rediscuter aussi. Nous arrivons à la fin de notre conversation et c'est toujours un plaisir. Et j'ai envie que tu nous donnes un petit mot pour celles et ceux qui voudront bien venir et en force venir découvrir donc cette exposition et en particulier ton travail aussi. Oui. Je dirais plaisir partagé déjà, premièrement. Et puis je suis moi-même très très enthousiaste à l'idée
de voir cette exposition parce que quand je regarde la chronologie des événements et comment justement elle va être illustrée entre guillemets par différentes œuvres, donc on pourra suivre étape par étape toute cette effectivement cette lutte coloniale en fait qui nous est précieuse et qui fait que aujourd'hui on arrive à parler d'universalisme différent. Je sais pas comment aujourd'hui on l'explique, mais voilà, ça fait qu'on rajoute une petite touche à l'identité parisienne qui se revendique aujourd'hui comme point, on va dire, de passage et d'échange. Puis en même temps, moi j'ai envie de dire aussi que c'est quand même la capitale de la France. Oui, tout à fait. Donc nous devons être là. Oui, et c'est dans ce lieu que j'ai rencontré le plus d'Haïtiens avec lesquels j'ai fait pas mal d'expositions. D'ailleurs, je pense à Elodie Barthélémy d'ailleurs qui est dans l'exposition. Je pense à beaucoup d'autres comme Henri Roy, qui est un très bon ami. Et il y a énormément, j'ai connu la maman d'Elodie, Mimi Barthélémy, qui était conteuse. Enfin, il y a énormément de choses qui font que j'ai rencontré énormément d'Africains. Je suis parti à Dakar avec Africada, donc avec Pascal Obolo et Carole Valneski et elle est camerounaise. Bon, elle est oui, forcément le lien avec Pascal Obolo aussi qui est camerounaise. J'ai rencontré énormément d'Européens, donc des personnes aussi qui sont anglaises. Je pense à Melissa Takeaway qui a fait pas mal de traductions pour moi, qui est proche aussi de Pascal. Je pourrais citer plein de. Mais voilà, en fait, tu es en train de nous en fait culturelle, Tu es en train de nous donner ton dernier mot en nous disant voilà, vous venez me voir, mais il y en a plein d'autres à voir aussi. Oui, et puis ce travail, voilà, c'est le travail que je présente aussi peut nous donner aussi envie d'aller voir plus et d'aller sur mon site parce que j'ai un site. Donne-nous l'adresse. Miguel.barajo.com et voilà, donc vous tapez mon nom dans Google, ça remonte très vite mon site. Et donc le travail au niveau du Havre, c'est quelle date? Ah, très bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Juste pour t'embêter. Je me rapproche de ma communicante parce que là, ça paraissait comme c'est un truc à venir. Oui. J'ai envoyé toutes les pièces et j'ai l'honneur d'être sur l'affiche. Au Havre, ça va être quelle date dans le sens de la barge? Elle regarde son agenda. Oui. Le 24 mai. Le 24 mai. C'est tout près? C'est bientôt, c'est demain. Hein. C'est tout bientôt. Oui, mais j'ai été submergé par Paris Noir m'a submergé. Oui. Combien de temps de préparation? Parce que c'est vrai, on a parlé donc le fait de choisir les œuvres et tout ça, mais à quel moment on t'a approché? Les œuvres sont parties déjà depuis un moment. C'est ça? Non, je veux dire, quand je parle de préparation, c'est que je mène à la fois mon travail plastique dans mon atelier, parce que je continue à produire tous les jours. Oui. Je rencontre des personnes, il y a des échanges qui se font, mais je peux pas dire que vraiment que ça m'ait accaparé au point d'oublier le sens de la barge. J'ai exposé récemment avec eux. Je suis allé les voir à Pose. Ma dernière exposition, c'était à Pose. Donc Pose, c'est quoi? C'est l'heure déjà, je sais plus. C'est au-dessus de Rouen. C'est quelque part par là. Je crois que ça, c'est encore l'heure, il me semble. Et puis c'est peut-être la Basse-Normandie. C'est tout Basse-Normandie. Donc enfin bref, on va se faire taper pause, P-O-S-E-E-S, et puis on sera. Et puis voilà, c'est en fait quand on est plasticien, on n'est pas seulement dans son atelier, en fait. On rencontre beaucoup de personnes. On va aussi dans des vernissages, on rencontre du monde. On va dans des institutions. C'est comme un politicien, en fait. Ouais, c'est comme un politicien. Il ne faut pas perdre le sens de ce qu'on fait. Donc, voilà, c'est très... très prenant. Eh bien, écoute, je te remercie pour cette conversation. Et puis, je sais que nous en aurons d'autres.
Oui, et puis impatient de te voir, Oui, et moi puis de aussi. voir tous les auditeurs qui, avec tout cet échange très riche, auront le plaisir de venir découvrir l'exposition. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Merci à toi. Merci de votre écoute et pour bien nous dire au revoir, je vous propose de continuer à entendre l'extrait du titre Aïe un doudou de l'artiste Quincy à retrouver sur toutes les plateformes musicales. Et n'oubliez pas, afin de nous suivre, hashtag EKODELAKTU, Écho de l'actu.